Bon anniversaire! La Golf célèbre son demi-siècle, véritable mythe automobile, toujours veillante, et qui peut servir de valeur étalon pour distinguer les différentes communautés automobiles, on va dire en quatre grandes sectes qui se regardent de travers. D'un côté, celles et ceux qui adorent, à l'autre extrême, les personnes qui pensent qu'il n'y a que des connards qui roulent en Golf pétaradante, alors que ça s'applique tout aussi bien à des Audi ou des Renault Sport. Au milieu, il y a les gens qui ne voient en elle qu'un moyen de déplacement, et enfin, il y a les gens qui estiment qu'elle est trop banale pour s'y intéresser. C'est justement cette banalité qui la rend extraordinaire. Je devrais faire un t-shirt de cette phrase. Pour comprendre la Golf, on va reprendre l'histoire de Volkswagen au début. Alors, il y a question d'un ingénieur et d'un petit moustachu. Un ingénieur qui se balade un peu partout avec une idée de véhicule qu'il a piqué à un de ses amis et qu'il a parfaite en passant de constructeur en constructeur pour tenter de la leur refourguer. Ce sera la Volkswagen, littéralement le transport du peuple. Carrément. Le boulard, quoi. La voiture n'est pas réellement produite laissant la place à l'effort de guerre avec des véhicules utilisant sa plateforme. La version civile n'est en réalité lancée qu'après-guerre quand les officiers britanniques chargés de gouverner la région se disent qu'ils ont là un bon moyen de faire entrer des devises. La Cox doit son salut au marché nord-américain avant tout. Elle se débrouille franchement bien sur son marché intérieur, puisqu'elle y est la voiture la plus vendue, jusqu'aux années 70. Sauf que la forme rondouillarde, le moteur refroidi par air, moteur à plat, à l'arrière, tout cela fait vieillot sur les marchés européens comme américains. Il faut penser à la remplacer. Si je commence à t'intéresser, et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Et abonne ta famille. Pour remplacer la Cox, Volkswagen songe tout d'abord à la décliner en une berline plus statutaire, donc plus chère. Donc ça ne se vend pas mieux. Puis ensuite, il y aura des concepts pour remplacer le projet EA235, quel joli nom, compact, 3 portes, 4 cylindres en ligne, certes nouveau mais toujours refroidi par air. Ensuite il y aura l'EA266 conçu par Porsche, moteur 4 cylindres, refroidi par eau, certes mais toujours tout à l'arrière, sous la banquette arrière pour gagner de la place et avoir littéralement chaud aux fesses. Production de pré-série et commande des outillages et abandon in extremis. 276, on commence à voir poindre ce qui sera la Golf, mais avec le moteur de la Cox placé à l'avant. Rien de tout cela ne fonctionne. Pour autant, la Cox et ses dérivés se vendent extrêmement bien et Volkswagen est le premier groupe automobile allemand devant Opel. Oui, Opel a été un grand groupe pendant longtemps, jusqu'en 73, c'est énorme. Premier groupe automobile allemand de loin et le plus rentable. Alors, Volkswagen, dans un souci de diversification, rachète des concurrents, dont Auto Union, qui deviendra Audi, avec dans sa besace des moteurs 4 cylindres modernes, de conception maison, lorsque la maison appartenait à Mercedes, et la traction avant. Puis Enessu, une marque désormais oubliée, Enessu s'est embourbé dans le moteur Wankel à piston rotatif, comme d'autres, puisque Citroën a failli couler à cause de cette technologie aussi. Enessu est spécialisé dans les tractions avant, oh combien moderne, et sa grande berline va se doter d'un 4 cylindres Audi pour devenir Volkswagen. La première traction de la marque, qui sera vite remplacée par la nouvelle Audi 81 devenue Passat en changeant de logo. La recette prend enfin. Reste alors à développer une gamme, ce que la marque a toujours eu du mal à faire, coincée dans la monoculture de l'hégémonique Cox, qui donnait ses entrailles mécaniques aux fourgons et aux coupés de la gamme, ainsi qu'aux berlines et familiales. Bref, entrons dans la modernité en proposant une compacte en tout à l'avant, la Scirocco. Ben oui, je sais, vous attendiez la Golf, pourtant le Scirocco n'est pas un coupé sur base Golf, mais c'est bien la Golf, qui est une berline sur base Scirocco, puisque le coupé a été présenté et commercialisé quelques mois avant la berline, mais que toute la base mécanique est la même. En 1974, donc, Volkswagen remplace l'historique et indétrônable Cox tout à l'arrière et tout en cours par son exact opposé, la Golf tout à l'avant et toute rectiligne, un concept qui se veut dynamique, voire sportif, et pratique avec son haillon. La ligne est contemporaine puisque signée Giugiaro, qui la recyclera plus tard pour la Lancia Delta et la Fiat Panda, et le succès est immédiat. Pour autant, la Golf, comme d'autres avant elle, est vendue bien plus cher que la Cox, rentabilisée depuis bien longtemps, et ce n'est pas totalement elle qui doit remplacer la Cox, d'après les dirigeants, mais une voiture un peu plus petite. Il se trouve que quelques mois après la Golf, la cousine Audi lance à son tour une citadine, la 50. Celle-ci est plus petite que la Golf, ses versions de base sont vite récupérées par la maison mère,
Pour se faire un modèle d'entrée de gamme au tarif plus proche de celui de la Cox, ce sera la Polo. Sauf que c'est petit quand la Cox était une familiale et qu'on attendait donc le même volume, au moins avec des prestations supérieures. Si la Polo écrase la Audi 50, la Golf domine largement la Polo. Ainsi que tout le marché européen, et pour longtemps, je vais revenir sur ce point après. Après plus de 2,5 milliards de Deutsche Mark d'investissement, quelque chose dans les 900 millions d'euros actuels, la Golf sort donc en 1974. D'ailleurs, en 73, pour la première fois depuis la relance de l'usine après-guerre, l'entreprise perd des sous en 73 à cause de cet investissement, mais aussi à cause de la baisse des ventes un peu partout dans le monde. Europe, États-Unis et Allemagne comprises. Volkswagen n'est plus le plus gros vendeur de voitures du pays, c'est désormais Opel, l'autre grand généraliste. La Golf arrive pile à temps. Si elle est d'une modernité incroyable pour la marque, elle n'est pas innovante au regard de la concurrence. Moteur transversal, traction avant, 4 roues indépendantes et même le haillon existe déjà à son niveau de gamme. Mais la Deutsche Qualität n'est pas un slogan à l'époque. Surtout, la Golf s'accommode d'essence ordinaire bien moins chère, ce qui est un argument non négligeable en pleine crise pétrolière. Elle ne sera d'ailleurs pas élue voiture de l'année, finissant derrière la Citroën CX, oui. Et elle a quelques défauts tristounets lors de son lancement, comme des freins à tambour à l'avant et à l'arrière, une insonorisation réduite au strict minimum, une tenue de route certes précise mais inconfortable, une présentation intérieure pour le moins austère. Bref, c'est de la qualité perçue, pas de la séduction. Très rapidement, elle accueillera une boîte automatique et dès 1976, elle a la première compacte à recevoir un diesel. Anémique, mais tellement sobre. Alors, il y aura une autre première, un turbo à ce diesel, mais là j'avoue qu'entre la Fiat Uno et la Volkswagen Golf, je ne sais pas qui a commencé. Le turbo au diesel permettant de gagner en puissance et en économie de carburant. Ça paraît pas très logique dit comme ça, mais si on réfléchit un peu, pourquoi pas. Mais si vous avez tenu jusque-là dans ma vidéo, je le sais, ce n'est pas pour entendre parler de turbo diesel, mais de GTI. Car oui, on le sait, la Golf a créé un segment commercial et une appellation, comme la Mustang dans son temps, ou la Mini à d'autres époques. Alors attention, la Golf GTI n'est pas la première compacte sportive, ne serait-ce qu'en Allemagne, Ford et Opel ont déjà poussé leurs escortes et cadettes avec injection et turbo. Me rétorqueriez-vous qu'il s'agit là de propulsion, vous auriez raison, quid alors de la Renault 5 Alpine, certes plus petite, mais pas moins dynamique, avec ses 175 km/h de pointe pour 93 chevaux en atmosphérique, et ben, la Golf, plus grosse donc plus lourde, a besoin de plus cavalerie, et propose directement plus de 100 chevaux vapeur. 110 exactement. Pour la petite histoire, il existe au niveau de gamme supérieure, c'est-à-dire le duo Audi 80 Volkswagen Passat, la première bénéficie déjà d'une version GT avec un moteur à carburateur de 100 chevaux que l'ingénieur Alphonse Löwenberg a voulu mettre dans la Passat, sans succès. La direction reste prudente, c'est pas vraiment l'image de la marque, sauf que, je l'ai dit, la Golf se veut plus sportive dans sa présentation. Il va alors tenter sa chance avec le nouveau modèle, et là, banco, c'est validé. Sauf qu'entre-temps, la Audi 80 est passée à l'injection, gagnant 100 chevaux dans l'opération, et voilà, la Golf Sport est née. Ah oui, Golf Sport. Prévu comme série limitée à 5000 exemplaires, avec une signature visuelle faite de rajouts en plastique noir, un spoiler sous le bouclier avant, les tours de roue, la lunette arrière, une bande autocollante à la façon des Porsche. Tout cela était déjà présent sur la Audi 80 GT. Quelques cadrans supplémentaires, une série spécifique, et le volant 3 branches font l'affaire pour l'intérieur. Vous l'avez compris, cette Sport devient donc GTI et crée cette appellation encore en vogue aujourd'hui. Il y aura une véritable innovation qui sera le moteur avec 16 soupapes, demandé par l'importateur français, et elle sortira en série spéciale. La Golf a connu bien des versions, ne serait-ce que parce que celle qu'elle remplace, la Cox, les avait avant elle. Ce sera le cas par exemple de la Cabriolet. La Cox Cabriolet reste au catalogue quelques années. La Golf Cabrio n'arrivant qu'en 79. La recette est la même, on découpe le pavillon, on renforce un peu le châssis et on rajoute un arceau pour répondre aux normes de sécurité états-uniennes, ce qui ajoute encore de la rigidité. Mine de rien, les cabriolets de l'époque font l'impasse sur les places arrière dans un souci de rationalisation de la production, et la Golf les conserve. Puisque la Cox Cabriolet a ses fanatiques qui vont jusqu'à organiser une manifestation contre l'arrêt de sa production, et de fait, elle va perdurer jusqu'en 80, la Golf se doit de se placer au-dessus en niveau de gamme, donc avec ses meilleures motorisations. Comme avec la GTI, elle va lancer la tendance sur ces deux points-là. Et comme la Cox, c'est Karmann qui se colle à la fabrication, tant et si bien que le cabriolet va connaître des évolutions que la berline n'aura pas, puisque c'est pas la même usine. Et durera plus longtemps sur le marché européen, puisqu'il va servir de découvrable à la deuxième génération de Golf.
et sera là donc équipée d'un airbag pour rester au catalogue jusqu'en 93. Je l'ai dit, la Cox doit son succès au marché nord-américain. Il est évident que la Golf doit suivre la même voie. Je ne sais pas s'il y a eu un problème avec la connotation du nom Golf après la crise pétrolière, mais le modèle s'appelle là-bas Rabbit, lapin. Ouais. Et adopte des phares rectangulaires et les pare-chocs rallongés évidemment. Elle sera produite sur place à partir de 78, mais la qualité ne suit pas, il faut réaligner. Elle aura droit tout pareil à une version GTI, mais de seulement 90 chevaux, triste. Comme quoi la R5 Alpine était une concurrente vaillante. Idem, juste à côté, au Mexique, la Caribé, qui aura droit à sa sportive GT, 100i et 85 chevaux seulement. Autre pays producteur, l'Afrique du Sud, où l'arrivée de la deuxième génération n'a d'ailleurs pas dérangé la première qui s'est appelée City et s'est vendue jusqu'en 2009. Les USA étant friands de pick-up, comme l'Amérique du Sud d'ailleurs, la Caddy sort développée, on la connaît en Europe dans une version produite en Serbie, près de Sarajevo, jusqu'en 2007. Autre variante très populaire, la Jetta, c'est une Golf avec coffre. La Golf existe en 3 et en 5 portes, alors la Jetta existera en 2 et en 4 portes avec coffre. J'ai évoqué les projets de remplacement de la Cox dont certains ont traversé l'Atlantique et ont été produits au Brésil, parfois en conservant intacte la base de la Cox sous une carrosserie modernisée. La Golf étant plus chère, il manque une entrée de gamme pour le marché local, ce sera la Gol qui se positionnerait chez nous entre la Polo et la Golf, mais qui prend tout simplement leur place, à toutes les deux en même temps. Je pense que la première génération utilise la base de la Golf, ou plus exactement de la Parati qui était la Jetta produite sur place, mais attention, roulement de tambour, avec le moteur de la Cox. Rien ne se perd. En 1983 arrive la Golf 2 qui chasse la Golf 1 de la plupart des marchés, sauf, on en a déjà parlé, l'Afrique du Sud ou l'Amérique latine, qui la produira jusqu'en 2009. Chose étonnante, malgré cette longévité, la première génération a été moins produite que la deuxième, allez comprendre encore une fois. Si cette vidéo vous a plu, dites-le en commentaire, likez-la, partagez-la. Et si vous voulez me dire dans quel secte vous vous situez par rapport à la Golf, les commentaires sont aussi là pour ça.